Elle en aura mis du temps pour revenir là où tout a commencé, sur les pas de cet aïeul aussi méconnu que célèbre. Cet enfant d'Ajaccio partit de rien jusqu'à la conquête du monde. Véronique Coty nous raconte une belle histoire, avec ou sans filtre. Allez Véronique, c'est par ici que ça se passe. Et vous ne serez pas étonné qu'on commence votre vie en photo par cette photo-là. Tenez, mettez-vous là. Qui c'est? Un homme immense, hors du commun. C'est François Coty, mon arrière-arrière-grand-père. C'est très rare qu'on commence cette émission en remontant aussi loin, mais cette personne en vaut le coup, parce que votre arrière-arrière-grand-père, comme vous l'avez dit, c'est une personne hors du commun. Pourquoi? Pourquoi Véronique? Parce qu'il a bousculé une grande famille, c'est celle de la parfumerie. Il est considéré aujourd'hui comme le créateur de la parfumerie moderne. Et il a permis donc à cette grande industrie d'être ce qu'elle est aujourd'hui, en réunissant l'art et l'industrie justement en un. C'était la première grande innovation de son temps et c'était le seul à l'avoir compris. Ça va devenir l'homme le plus riche de France, voire un des hommes les plus riches du monde. Oui. On est au début XXe siècle, c'est un homme extrêmement puissant, Oui, en fait, extrêmement riche. là où c'est extraordinaire, c'est que ça s'est passé dans un laps de temps particulièrement court, on va dire, surtout pour cette époque. Et il est allé très très vite. Sa première grande création, c'est 1904. Et je dirais que jusqu'en 1921-22, ça a été incroyable. C'est une créativité en tout, en fait, que ce soit le parfum, que ce soit les flacons, le packaging. Il est allé très très vite. En fait, c'était une course folle. Et beaucoup d'idées. C'est lui qui a l'idée de faire des petits flacons pour que les GI américains, quand ils rentrent après la guerre de 14-18, quand ils rentrent aux États-Unis, ils rentrent avec une petite partie du parfum. Et là aussi, ils gagnent un argent Exactement. fou. L'ancêtre de l'échantillon. C'est lui. C'est lui qui a créé l'échantillon. Donc, il bâtit un empire. Oui. Il meurt en 1934. 34. Et il a des héritiers. Notamment sa fille, Christiane. Christiane. Alors là, elle n'est pas en France, Christiane. Non, elle est au Maroc. Elle est au Maroc. Et pour parler d'héritage, c'est compliqué de parler de l'héritage avec votre arrière-arrière-grand-père parce que rapidement, sa fortune va se diluer en fait. Complètement, mais pas seulement à cause de son divorce en 1930, mais pour diverses raisons. Et en fait, il est assailli de toutes parts. Et en 1934, il perd la vie prématurément, je dirais, parce que quand même, il n'a que 60 ans. Mais trop de charges, trop de poids sur ses épaules. Il y a la crise de 29 qui lui a fait du mal, bien sûr, et puis il a énormément de créanciers. Effectivement, c'est quand même incroyable. Son empire s'effondre en quelques temps. Elle, sa fille, elle hérite quand même du Figaro, parce que votre arrière-arrière-grand-père avait acheté le Figaro, mais elle le vend en 1950 aussi, pareil. En fait, c'est d'abord Yvonne Le Baron, donc mon arrière-arrière-grand-mère, qui divorce de François Coty en 1930, qui prend les commandes du Figaro et qui plus tard seront vendues par Christiane. Mais c'est vrai que ça a été un peu l'hécatombe, on va dire. Son divorce lui a fait beaucoup de mal, et psychologiquement, et dans ses affaires, forcément. Ouais, exactement. Et on va voir, il a eu une fille, votre arrière-arrière-grand-père, et puis il a eu aussi un garçon. Et j'aime beaucoup cette photo, moi. Qui en a sur cette photo? Alors là, on a Roland, son fils, à gauche. On a Henri, mon cher grand-père, Henri Coty. On a Franck et Michel. Et le grand-père, on l'a à côté, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec votre grand-père. Alors mon grand-père, il part d'un point assez... Il a vraiment traversé certaines étapes assez... un témoignage vraiment fort de François Coty à nos jours. C'est-à-dire qu'il a connu les fastes quand il était petit et il a aussi traversé la guerre de 39-45 où il a été un des premiers à répondre à l'appel du général de Gaulle pour résister. Il a d'ailleurs écopé 18 mois à Dachau en tant que résistant. Donc il a été torturé, il a été décoré de la médaille de la Croix France Libre pour cette action. Et il a toujours lutté contre les injustices et les mauvaises intentions, on va dire. Et il avait une admiration toute particulière pour son grand-père, François Coty, qu'il a su me transmettre. Il a su vous le transmettre à vous, et on va le voir justement. Votre grand-père, il a eu des enfants.
On les voit là. Oui. Alors là, c'est une photo assez Pascal, émouvante. C'est ma votre maman. Oui. et son frère Stéphane. Et Stéphane. Et ce qu'il ne va pas trop transmettre finalement à ses enfants, il va vous le transmettre à vous. Elle est là un petit peu l'histoire aussi. Vous êtes vraiment, Oui. il y a quelque chose entre vous, je répète encore une fois. Il y a quelque chose de fusionnel, effectivement. Il ne m'a jamais lâché. Il a toujours pris soin de moi. Il m'a toujours téléphoné. C'est toujours interrogé de ma vie, de ma santé, de mon bonheur en fait. Parce que vous avez bien dit le mot là, on va aller sur la photo d'à côté. Votre bonheur, c'est pas si rose que ça finalement votre enfance. Vous êtes avec votre maman, Pascal, on voit la petite là, donc on voit vraiment toute la transmission. Et vous n'allez être élevé pratiquement, dites-moi si je me trompe, que par votre maman. C'est toutes les deux contre le monde entier un peu, non? Au départ, effectivement, ça s'est passé ainsi. Elle a tout pris en main. Elle a eu un parcours, elle, compliqué avec son papa, qui c'était beaucoup moins fort qu'avec moi. Et donc, elle n'avait effectivement que moi les premières années. Ensuite, elle a rencontré un homme merveilleux, mon beau-père, Bruno. Et ça a été vraiment, oui, une autre vie. Eh bien, vous savez, cette autre vie où on va en parler? À côté. Exactement, à côté. Allez, venez avec moi. Allez Véronique, installez-vous et laissez-vous guider. Merci. Et donc vous l'aviez dit, vous étiez toutes les deux avec votre maman, voire votre grand-mère, et puis donc votre mère rencontre son nouveau compagnon, et vous vous retrouvez tout ça, quoi. Oui. Alors là, ce qui est exceptionnel, c'est le nombre de personnes qui constituaient cette famille, qui a un contraste effarant avec la nôtre, qui est totalement réduite. Et là, on se retrouve avec une famille entière, mais très complète. Très complète. Et très unie. Et surtout, j'ai envie de dire, avec un peu d'argent aussi, parce que cette famille, elle habite aussi dans un château comme ça. Oui, alors ça, c'était assez étonnant, c'est que de la terrasse du château des Combes où a grandi Bruno, mon beau-père, eh bien, on voyait les HLM où maman et moi vivions. Et donc, quand on était sur la terrasse, on disait « Maman, regarde, nous, on est là !» Et oui, c'était incroyable. Le contraste était incroyable. Et puis, l'accueil qu'on nous a réservé aussi. Une vraie bienveillance à en votre fait, égard. Oui, on nous a appris le sens du mot famille. Et vous aviez quel âge, là, à ce moment-là? J'avais 2 ans et demi. 2 ans. Ouais. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, ma première visite. Il y avait le grand-père qui était déjà extrêmement âgé, qui avait plus de 90 ans. Et il s'appelait Louis. Et il m'a tendu les bras et il m'a dit « Bienvenue, petite ». Et puis le Bruno, à cause de son travail, eh bien, il va vous emmener dans un petit périple, j'ai l'impression, Véronique. On va beaucoup bouger, beaucoup voyager. Le premier voyage, c'est au Gabon, et puis après, on va faire un peu toute la France. Pyrénées, Aveyron, voilà, Troyes. Ouais, on a fait toute la France. Et puis la famille va s'agrandir aussi, oui. puisque vous allez avoir des sœurs. Voilà, mes sœurs, c'est une importance essentielle, vitale dans ma vie. Donc, j'ai ma première petite sœur Mathilde qui est née lorsque j'avais 9 ans. Et la seconde, j'avais 13 ans, Cécilia. Et on a vraiment on est très fusionnels. Une vraie famille. Oui. Mais moi, ce qui m'interpelle dans toutes ces photos qu'on voit là, c'est que vous allez systématiquement bouger. Et donc, quand on est une petite fille, on n'a pas le temps de se faire des copains et des copines. Et ça va marquer votre caractère, j'ai envie de dire, à jamais. C'est vrai. Donc, je me suis raccrochée d'autant plus à mes sœurs, à mon beau-père, maman. Et puis, on a traversé des situations diverses et variées, très déstabilisantes parfois. Mais voilà, au fond, j'ai quand même reçu beaucoup d'amour. Encore une situation déstabilisante, c'est l'école, parce que ça va être difficile de suivre un cursus scolaire équilibré, à tel point qu'en seconde, vous redoublez votre seconde et on vous somme de choisir. Et j'ai pris cette photo exprès. On vous envoie en BEP, on vous dit tu seras secrétaire ou coiffeuse. Et j'ai trouvé cette photo qui est magnifique. Qu'est-ce qui se passe à l'école?
En fait, lorsqu'on m'a proposé ce choix assez cruel, je me suis tout de suite pensé que j'étais incapable de devenir psychologue du cheveu, même si j'ai tout le respect qu'on peut imaginer pour les coiffeurs. C'était pas du tout mon truc. Et puis j'avais surtout besoin d'un travail qui m'aide, qui me porte et qui me permette de travailler sur d'autres projets. Et donc le secrétariat m'a aidé, m'a permis de sortir de situations délicates. Et voilà. Et surtout, donc, après avoir obtenu votre bac pro secrétariat, vous allez partir à Paris. Vous partez à l'aventure. Et là, j'ai envie de dire, votre vie se complique extrêmement. Là, vous allez vraiment vivre au jour le jour. Vous allez même pratiquement, dites-moi si le mot est trop fort, survivre à Paris en fait. Oui, les débuts sont particulièrement compliqués, difficiles. Vous travaillez dans un bar de nuit? Oui, j'ai dû passer par des métiers compliqués, pas évidents, mais qui m'ont bizarrement, qui m'ont donné la force de continuer, de me battre. Disons que j'aurais pu basculer vers quelque chose de pas terrible, et au contraire, ça m'a donné, j'ai vraiment eu cet instinct de survie. Carrément. Oui, un instinct de survie. Et quand vous partez, vous avez quand même cette curiosité, tout au long de votre scolarité, c'est de dire, il ne faut pas que je me suffise de ce qu'on m'apporte, de ce qu'on m'enseigne. Moi, je vais me cultiver toute seule. Et vous aimez le théâtre assez rapidement. Et justement, à Paris, eh bien, il y a cette rencontre. Jean Davy Ouais. et Odile Mallet, oui, ça a été... c'était une... Pardon. Bah, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a de si important que ça avec Monsieur Davy? C'est la première personne, en fait, qui m'a... Alors, je vais peut-être parler un petit peu pour vous. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous rencontrez cet homme-là, effectivement, il vous enseigne le théâtre, c'est un professeur de théâtre. Et là, pour la première fois, eh bien, vous pouvez laisser sortir vos émotions, en fait. Oui. Hein, vous reteniez tout pour vous, et grâce au théâtre, d'être émotive, c'est une qualité, en fait. Tout ce que vous deviez cacher dans ce monde du travail où il fallait être forte, là, vous avez le droit d'avoir des émotions. C'est peut-être pour ça que vous êtes... Non, et puis j'ai beaucoup appris sur le théâtre classique avec Jean Davy. C'était un monsieur d'une grande humilité, d'une grande élégance. Et puis il m'a apporté les premières confiances en moi que je n'avais absolument pas. Je n'avais aucune confiance en moi, vraiment. Et les cours que j'ai pu avoir avec lui, c'était... En fait, le théâtre, ça m'a juste sauvé la vie. J'avais besoin d'un modèle masculin. Mon père n'était pas très disponible, voire absent, et puis on s'entendait pas non plus, il y avait trop de distorsions, et donc j'ai retrouvé une famille, une autre famille, en fait la famille du théâtre, et avec ses professeurs. Je n'ai pas eu que Jean Davy, mais Jean Davy, il a marqué un démarrage, un départ fort dans le théâtre, et ça m'a permis de m'émanciper de pas mal de choses, et de prendre des forces, en fait, et effectivement de m'instruire de choses que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Il y a ça aussi, à cette période-là, à Paris. Ah. Le coup de foudre. Oui. Oui. Avec le beau Nicolas. Alors, Nicolas... Alors lui, dès que vous le trouvez, vous ne le lâchez plus. Hein. On le voit, oui, il a pas eu le choix, en fait. Sauf qu'au bout d'un an, comme tous les couples, il y a une petite crise à un moment ou à un autre, oui. Et lui, il va aller vivre au Brésil. En fait, il perd sa maman, et c'est un choc pour lui, oui. Et pour lui, le mot famille, d'ailleurs, c'est ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est la différence de milieu familial qui était jour-nuit, comme on dit. Hein. Ouais. C'était vraiment pas du tout la même chose. Pour lui, la famille, c'est sacré. Il est très généreux avec ses frères et sœurs, mais dans tous les sens du terme. Et il a de grande intégrité par rapport à ça. Et c'était important pour moi. Et donc, quand il perd sa maman, c'est un choc. Oui. Et donc, il décide d'aller vivre au Brésil, oui. de vivre une vie qu'il a envie de rêver. En tout cas, il a besoin de changer d'air. Et vous ne le retenez pas. Et pendant que lui part au Brésil, eh bien vous, par l'intermédiaire d'une copine, vous partez où? En fait, c'est une amie à lui. C'est une amie à lui qui vous dit... Qui est new-yorkaise, qui est américaine, eh ben oui. Qui me dit, voilà, je prépare un petit show à New York, j'aimerais bien que tu joues. Et bien, je dis oui tout de suite, évidemment. Et comme on est très romantique, Nicolas et moi, on est partis le même jour. Pas à la même heure, forcément. Moi, je partais à midi pour New York et lui partait à 21h pour Rio de Janeiro. Et c'était assez romantique comme séparation géographique, parce que c'était d'abord une séparation géographique, mais très vite, on s'est retrouvés. Séparation, en tout cas, ça vous permet d'arriver là, vous. Oui.
Et là, c'est très important. On voit chez Jules. Chez Jules, c'est le restaurant où vous travaillez, Oui, très rapidement. Et puis, il y a Café Society et sur scène. Car là, vous remontez sur les planches. Et là, est-ce que je me trompe en disant que c'est très important, New York, dans votre vie? Parce que là, oui, un vous tournant. faites... C'est un tournant, véritablement. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai pris que je me suis posée. En fait, j'ai enfin trouvé mon avenir. Parce que, comme vous dites, vous trouvez votre voie et par l'assurance, magnifique aventure, le plaisir. Et puis, un jour aussi à New York, il y a ça. Oui, alors j'ai rencontré une Française qui s'appelle Valérie Carmet, qui faisait du pique-assiette, la technique du pique-assiette, qui casse des assiettes anciennes et qui les reproduit sur des meubles anciens ou d'autres supports bois, je veux dire, et que j'ai rencontré au cours d'un week-end avec des amis en commun. Et je lui ai demandé de venir la voir la semaine qui suivait. Et lorsque je l'ai vue travailler, j'ai eu vraiment un flash. Vraiment, c'est le cliché. Hein. Je l'ai vue travailler et je savais que j'avais pas des mains particulièrement... en tout cas, si, mais pas très féminine, pardonnez-moi l'expression, et plutôt faite pour le manuel. Mais j'ai jamais su pourquoi. Et là, ce jour-là, j'ai compris pourquoi. Et j'ai commencé à casser des assiettes et je n'ai plus arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire du pique-assiette. Et puis là, il y a quand même Nicolas qui finit par venir vous retrouver à New York. Oui. Vous êtes vraiment amoureux, ça y est, vous le savez, tant et si bien qu'après qu'il vient nous voir à New York, eh ben, là, vous repartez vraiment tous les deux dans le même avion. On reste 2 ans à New York, effectivement, et après on revient en France. Et là, on concrétise. Vous faites vos enfants. Voilà. En Arles. Et en Arles, la vie est belle, vous êtes dans une maison, mais c'est quand même une erreur, parce que là, justement, le pique-assiette, tout le monde s'en fout, vous vous retrouvez un petit peu isolé de tout, là. C'est le bonheur, mais pas tant que ça. Parce que vous finissez par quitter Arles, et cette fibre artistique, vous la mettez donc au service de tout le monde, dans des stages pique-assiette, où là, on voit qu'il y a même Sigourney Weaver qui est venue. Oui. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, et j'ai pas une surprise pour vous, mais presque, montrez-nous un petit peu ce que c'est que cette technique du pique-assiette, pour le coup. Alors, on n'utilise que des assiettes anciennes en faïence, pour la plupart, qui sont chinées amoureusement par Nicolas, qui a ce talent. Donc, je prends ma pince à carrelage, c'est une pince à carrelage, et je la présente ainsi, et voilà. Ça se coupe en fait comme un gâteau presque. Et donc on la met, entre guillemets, pas en 1000 morceaux, mais en une dizaine de morceaux, et après, ces petits morceaux, on les colle sur un meuble. C'est ça. C'est ça, c'est aussi simple et aussi compliqué que cela. Voilà. Et ça, dans ce genre de stage, vous apprenez à tout un chacun Exactement. à venir faire du pique-assiette. Et je suis assez fière de cela parce que j'ai pas mal d'élèves à moi qui ont aujourd'hui leur propre atelier, qui ont leur propre création et qui s'épanouissent dans ce travail. Mais vous n'avez pas fini de vous épanouir, parce que vous n'en avez pas fini de faire des choses. Vous êtes en Touraine, et quand on est en Touraine, on n'est pas loin de quelque chose, mais c'est pas là qu'on va en parler. Non. C'est dans une autre pièce à côté. D'accord. Allez, venez avec moi. Vous laissez votre assiette ici. D'accord. Et donc tout va en Touraine. Véronique. Et en Touraine, qu'est-ce qui se passe? C'est derrière ces écrans qu'on va se rendre compte de ce qui se passe. En Touraine déjà, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe là? On dit ce que c'est quand même. C'est la dernière perle bâtie par François Coty de 1912 à 1929. C'est le château d'Artigny. Le château d'Artigny, oui. Et là, vous vous dites, il faut que je fasse quelque chose. En fait, Artigny, c'est venu assez spontanément et naturellement. Très vite, j'ai voulu relancer le prix François Coty. Mais avant de lancer ce prix, Oui. D'abord, vous vous dites, il faut que je demande l'autorisation parce que Oui. aujourd'hui, François Coty, c'est ça. Il y a une On est Coty bien d'accord. INC aujourd'hui qui est installée à New York. Le siège social est à New York, mais vous avez aussi un point à Paris, à Londres, à Genève. Ils ne sont pas partout. En fait, c'est une des puissances les plus importantes aujourd'hui en termes de cosmétiques et parfumerie. Et effectivement, ils ont la propriété du nom Coty. Donc vous allez leur demander l'autorisation pour pouvoir utiliser ce nom. C'est comme ça que ça se passe? En fait, je leur ai proposé de m'accompagner dans ce prix qui est pour moi essentiel pour la profession de la parfumerie, et ils ont évidemment accepté. C'est incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit Calvin Klein, Marc Jacobs, Chloé, ce sont des parfums Oh oui, puis ça, c'est Coty INC. Oui.
Donc vous avez cette idée de relancer cette association. Ouais, Vous allez au château d'Artigny. oui. Et comme vous aimez bien faire les choses bien, eh bien, il y a tout un cérémonial. Ah. On fait venir une voiture d'époque. Cette voiture, on la fait carrément rentrer dans le château d'Artigny. Oui. On l'installe, tout est prêt. Et là, effectivement, vous l'avez dit, vous relancez ce prix. Alors, vous invitez qui dans Alors cette là, soirée vous avez 3 figures très importantes de la parfumerie. Vous avez Christopher Sheldrake, le parfumeur de Chanel et Serge Lutens aujourd'hui. Patricia de Nicolai, qui est une descendante des Guerlain. Et ici, vous avez Armand de Villautrey, président de la maison Firmenich. Et Firmenich est la maison de parfum qui a été la première à fabriquer pour François Coty également. Et effectivement, vous l'avez dit, avec cette association qui a été mise en sommeil, vous créez ce prix, François Coty, que vous décernez à cette personne-là. Émilie Copperman. Émilie Copperman travaille depuis 35 ans pour la maison Symrez en tant que parfumeur. Et elle est cette artiste de l'ombre qu'on a voulu sortir de l'ombre et justement montrer au grand public, parce que c'est ça l'idée, c'est de permettre au grand public de comprendre, de mieux comprendre ce qu'est le prix François Coty et bien sûr de comprendre qui est François Coty tout court en fait. Le grand public, il est bien sûr à Paris, mais il est ailleurs aussi, le grand public. Bien sûr. Et le grand public, il est là aussi. On va parler de l'avenir, là. Oh, merci. Alors, on va juste changer quelque chose. Vous ne le saviez pas, donc je le dis maintenant. Ce ne sera pas le 11 octobre, mais ce sera le 10 octobre, la veille, le jeudi. Enfin, ça, on a le temps de le corriger. Ça, on doit cette affiche à notre infographiste, hein, à Patrick, bien sûr, qui a inventé ça, parce qu'effectivement, le 10 octobre 2019, ce qu'il y a eu au château d'Artigny, Oui. vous allez le faire au musée Fesch. Bravo, elle est parfaite. Je le présente à la fin de l'émission, Patrick. Quoi qu'il en soit, les mêmes personnes qui étaient là vont venir ici, tous. Oui. Parce que c'est le berceau, c'est là où il est né, C'est François là qu'il Coty. est né, c'est cette terre natale. Pour vous, c'est un retour aux sources, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment, vraiment à cœur, ça. C'est vital, essentiel. Il n'y a pas d'autre mot. Le retour était obligatoire. Et surtout que, comme vous dites, le grand public va pouvoir participer aussi grâce à ça. Les grands parfums, on les voit enfin, les parfums de François Coty. Cordon rouge, c'était le parfum que portait Christian Dior. Christian Dior toute sa vie. Oui, c'était une de ses fragrances préférées. Celui-ci aussi. À l'origan. L'origan, grâce à l'origan, on a eu ce qu'on appelait donc ces lignes, ce que l'on appelle toujours ces lignes parfumées. Et donc, qu'est-ce que c'est une ligne parfumée? En fait, c'est l'eau de toilette à base de l'origan, la poudre, les lotions. Vous avez raison, voilà, exactement. Il y avait ça, il y avait toute là. On va faire passer. Il y avait tout le packaging. La famille, en fait, la famille de l'origan. J'ai entendu dire que de la famille de l'origan s'en vendait 16 millions en France par an. C'est un succès phénoménal. Ça a traversé les frontières. Alors ça s'adresse au sens, vraiment votre venue le 10 octobre, parce qu'on va pouvoir les toucher, mais aussi les sentir, ces parfums. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, ce qui va se passer à Ajaccio. Ça, c'est une chance inouïe pour cet événement, c'est de pouvoir les sentir effectivement, parce qu'ils ont été, on appelle ça repesés. C'est l'osmothèque qui va s'en charger, qui s'en charge déjà, qui va nous permettre donc de sentir 8 fragrances majeures. Donc on a la rouge Jacqueminot, le jasmin de Corse, l'origan, l'ambre antique, le cordon rouge, émeraude et bien sûr l'aimant, qui est la dernière, enfin pas la dernière, mais une des plus marquantes en tout cas de la fin de sa vie. Allez, encore pour le plaisir des yeux, on va voir encore effectivement, on l'a bien dit, hein, il avait vraiment quelque chose. Mais ce qui est ahurissant justement quand on voit tout ça, quand on voit l'empire qu'il a bâti, eh bien, c'est qu'il ne reste plus grand-chose, en fait, Véronique. Non. Et donc, on va finir, si vous le voulez bien, avec une image peut-être qui n'est pas très... Mais il faut la mettre. C'est celle-ci. Ah, c'est sa tombe. Le mausolée d'Ajaccio, qui se trouve sur la route des Sanguinaires. Qui est ignorée, en fait. Et ça, je trouve que ça symbolise vraiment... François Coty, ça a été un des hommes, encore une fois, les plus riches et les plus puissants de France, complètement oublié. Comment est-ce possible, ça ? Alors, j'avoue que je ne peux pas vraiment donner de... Parce qu'il a quand même été maire d'Ajaccio, il a été maire d'Ajaccio de 31 à 33 aussi. Mais en fait, Il a beaucoup donné pour sa ville.
Il a été, en fait, le fait d'être oublié, c'est juste que comme il est le créateur des parfums Coty, comme Coty a racheté cette marque dans les années 40 et qu'ils sont aujourd'hui un distributeur, on a naturellement oublié le fondateur. Peut-être on peut le dire en quelques mots, il a un passé un peu sulfureux aussi, François Coty, qu'on veut aussi peut-être oublier aussi. C'est peut-être pour ça qu'on veut rayer de notre mémoire, non? Écoutez, je pense qu'il y a certaines choses à remettre dans un contexte historique, effectivement, qui est important. Et pour cela, il faudrait avoir plus de temps pour en parler. Mais c'est évident qu'il y a eu beaucoup d'amalgames. Il n'y a rien à renier, mais il n'y a rien à cacher. Il faut simplement, si des personnes avaient des questions à poser, qu'ils se rapprochent de l'association François Coty. On se ferait un plaisir de leur répondre à leurs questions. Et bien voilà, c'est fini. C'est fini. Merci. Et vous savez, quand on finit l'émission, on finit sur un geste, une photo. Venez, vous d'à côté de moi. Voilà. Souriez. Voilà. Merci infiniment, Véronique. Merci. Pour nous avoir appris tant de choses, et sur votre aïeul et sur votre parcours, qui est vraiment très, très intéressant. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve en octobre. Je viendrai vous voir, moi. J'espère. Grosse bise. Au revoir. À bientôt, chapeau. À bientôt.